le ministre russe de la Défense. Lui, ce qu'il dit, eh bien, c'est simplement que demain, hasard ou non, sera lancée la deuxième vague de mobilisation en Russie. Donc le but, c'est de trouver des soldats. Sauf que désormais, on pourra les trouver directement dans les territoires annexés d'Ukraine. Concrètement, si vous êtes ukrainien, que vous êtes dans un territoire qui a été annexé illégalement, eh bien, vous pouvez être envoyé tout simplement sur le terrain. Aline Lebay-Kremer, quand on définit ces conditions, forcer un peuple à aller quelque part, à faire quelque chose, potentiellement à perdre la vie, est-ce qu'on parle là d'un génocide ? En tout cas, c'est interdit. On n'a pas le droit d'envoyer les habitants des territoires qu'on occupe par la force aller combattre son propre peuple. Donc ça, peut être constitutif d'un crime de guerre très clair. Enfin, la Russie n'en est pas à ce détail près. Elle nous habitue à des séries de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et oui, il est question, en tout cas sur l'intention génocidaire, qui est en train d'être documentée sérieusement au niveau de l'ONU au passage, parce que ça n'a pas fait grand bruit, mais enfin, il y a eu des déclarations de la commission d'enquête du Conseil aux droits de l'homme de l'ONU cette semaine, qui commence à enquêter sérieusement. Et je pense que ça va pas être si compliqué de trouver des éléments constitutifs d'intention génocidaire, y compris dans l'espace informationnel russe, sur la question d'incitation à commettre un génocide. Parce que tout ce qui est constitutif de cet espace informationnel, et ça, en fait, tout ça, c'est... Chaque petite pierre constitue cette intention génocidaire. L'espace informationnel russe, il ressemble quand même furieusement de plus en plus à la radio des Mille Collines. Il y a des appels à la radio des Mille Collines pour nos téléspectateurs. C'est qu'une radio qui a été, pour aller vite, complice de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda par les Hutus en 1994. Donc il y avait à la manœuvre une radio qui a appelé à aller exterminer son voisin. Et il y a dans l'espace informationnel russe, donc on sait contrôlé par le pouvoir, des messages qui sont émis et qui vont dans ce sens-là. Donc finalement, en bout de chaîne, ce type de document, ce type de crime qui est commis, ça s'inscrit dans toute cette logique-là. Et il y a une forme de... Alors oui, il faut le prouver, il faut que ce soit documenté, il faut que la justice s'en saisisse. Mais enfin, on commence à avoir plusieurs indices, en effet, de cette intention génocidaire que les Ukrainiens dénoncent quand même depuis longtemps. Et puis, de rappeler accessoirement, et c'est là où c'est le vertige quand on a des attaches quand même dans cette région, c'est que ce ne sera pas la première fois dans l'histoire que la Russie tente de génocider les Ukrainiens. Et c'est ça aussi qui est référence à l'Holodomor. À l'Holodomor, absolument. Les grandes familles orchestrées par le pouvoir soviétique à l'endroit de l'Ukraine. Et donc, et ça résonne encore plus fort de surcroît quand il est question de famine volontairement organisée très récemment à Mariupol, dans des villes qui ont été assiégées par les Russes en 2022 dans certains territoires. Quand on parle de famine en Ukraine, ça résonne extrêmement douloureusement. Et donc, on ne peut évacuer la question de l'intention génocidaire comme certains le font. Ce n'est pas possible. Après, oui, il faut que la justice s'en saisisse et il faut que ce soit sérieusement mené. Mais enfin, quand on a l'expérience de ce genre de tragédie, j'ai envie de dire, quand on a étudié, quand on s'est penché sur certains détails, si je puis dire, de ce type de tragédie, on se rend bien compte que derrière tout ça, derrière ce document qu'on nous balance tout à fait de façon légère, c'est-à-dire les occupants, les habitants des territoires occupés par la Russie vont être poussés à aller assassiner leur famille et leur peuple. Et donc, en fait, là, on est vraiment dans quelque chose qui est d'une violence sans nom et qui s'ajoute et qui ne fait que s'ajouter à la liste des violences et des crimes sans nom qui s'accumulent depuis 19 mois, si ce n'est depuis des décennies. Vincent Abaretier, je ne voyais pas 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je vous ai vu tiquer. En fait, je pense qu'il faut être très prudent. D'une part, alors génocide, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas juriste. Dans l'histoire, ça s'est déjà vu. Lorsque les Allemands ont occupé par trois fois l'Alsace-Lorraine, et je le sais parce que je suis d'origine à la fois lorraine et alsacienne, donc les Alsaciens et les Lorrains n'avaient pas le choix. Ils intégraient l'armée allemande, ils étaient germanisés. On pouvait dire culturellement qu'ils étaient plutôt rattachés à la France. C'est vrai pour ma famille qui est venue à Paris. Mais des cousins, eux, sont restés, ont fait le choix de rester et se sont battus sous l'uniforme allemand. Donc en fait, c'est très compliqué. Ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale avec le régime nazi, c'est qu'il y a eu des malgré nous. Des Alsaciens de 18 ans qui intégraient soit les SS, soit la Wehrmacht
pour se battre. Ils n'avaient pas le choix parce que s'ils ne le faisaient pas, leur famille était prise en otage par les nazis. Et ça s'est fait avec de très jeunes gens qui avaient entre 17 et 18 ans. Il y a des historiens qui ont très bien parlé de cela. Donc en fait, je pense qu'il faut être prudent. Alors est-ce que les Alsaciens ont été génocidés ou les Lorrains par l'Allemagne? Pas plus et pas moins que d'autres. Est-ce que les Alsaciens et les Lorrains ont été envoyés se battre contre leurs frères français ou leurs... Oui, certains, oui. Et alors, je pense qu'il faut être prudent aussi, mais là, c'est un peu en dehors de ce qui a été dit, c'est que dans l'armée allemande, il y a eu, alors je ne me suis pas oublié son nom, en 1916, un général né à Saint-Avold, avant l'annexion de 1870, qui s'est battu dans les rangs de l'armée allemande, à Verdun. Il commandait les soldats allemands contre des Français, et il a pris sa retraite après la victoire des Alliés à Munich, et est mort en 1932. Donc, si vous voulez, voilà... quand on dit Moscou enrôle de force des Ukrainiens, ils enrôlent des personnes dont ils estiment qu'ils sont russes. Un peu comme les Allemands estimaient que les Alsaciens et les Lorrains appartenaient au monde germanique. Et en fait, la Russie est un empire. La Russie n'est pas une nation. Vous avez des Tchétchènes, vous avez des... Donc en fait, la Russie fait feu de tout bois, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, est-ce que c'est un crime de guerre? Peut-être, j'en sais rien. Il faut le documenter. Quand des Ukrainiens vont se retrouver face à face, qui va tuer qui? Ça s'est déjà vu dans d'autres guerres, où des Français ont parfois eu à tirer sur d'autres Français à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu une scission au sein d'un régiment de Spahis, où on a retrouvé des vichistes, et puis de l'autre côté, des gaullistes. Bon, voilà. Donc voilà, moi j'essaie de relativiser un peu au niveau de l'histoire. Je vois